à tous, bon réveil, bienvenue dans la matinale de Média TV si vous nous rejoignez. C'est une heure d'information qui vous attend encore, économie, revue de presse et bien sûr le journal. Voici les titres. La rentrée scolaire 2014-2015 s'est déroulée dans de bonnes conditions, estime le ministère de l'Éducation nationale. Cette année, le budget réservé au soutien social des élèves et des étudiants est en augmentation. Il est de 4 milliards de dirhams. Les États-Unis ne doivent jamais céder à la peur. La déclaration a été faite hier par Barack Obama sur la pelouse de la Maison-Blanche à l'occasion des commémorations pour le 11 septembre. Ce discours intervient quelques heures après l'annonce par le président américain de son plan pour détruire l'État islamique. Nous nous rendrons à Silla pour terminer ce journal où se déroule jusqu'à demain soir le festival Europe-Orient du film documentaire. 10 films sont en compétition pour l'obtention de 5 prix. Des films représentant des pays arabes, européens et asiatiques. Pour cette deuxième édition, un hommage est rendu à la Palestine. On commence avec l'actualité au Maroc et cette conférence de presse hier à Rabat. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est exprimé à l'issue du conseil de gouvernement. Rachid Belmokhtar estime que la rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions bonnes et normales. Cette année, plusieurs projets sont mis en place. Des mesures sociales notamment. Le budget réservé au soutien social des élèves et des étudiants s'élève à 4 milliards de dirhams. Écoutez plutôt Rachid Belmokhtar. Le slogan de cette rentrée, c'est la qualité du système éducatif. Quels que soient les programmes scolaires et les modifications qui devront avoir lieu, il est indispensable d'accélérer quelques procédures censées améliorer dès aujourd'hui l'efficacité de ce système. Il y a un autre point auquel on devrait accorder beaucoup d'importance cette année. Il s'agit bien du respect des élèves. Le système éducatif est fait avant tout pour nos filles et nos fils. C'est ce système qui oriente leur avenir. Une minute de silence à la Maison-Blanche. Les États-Unis commémoraient hier les attentats du 11 septembre. C'était il y a 13 ans. Les attentats avaient alors fait 3000 morts. Dans son discours, Barack Obama a appelé les Américains, je cite, à ne jamais céder à la peur. Le président américain s'est ensuite rendu au Pentagone pour une nouvelle cérémonie d'hommage. Ces déclarations interviennent 12 heures après l'annonce du plan américain pour détruire l'État islamique. Les États-Unis se sont dit prêts à lancer des frappes aériennes en Syrie et à étendre les bombardements en Irak. Vous n'aurez aucun refuge sûr, a-t-il déclaré aux djihadistes de l'EI. 13 years since the peace of an American morning was broken. L'État islamique qui compterait entre 20 000 et 31 500 combattants en Irak et en Syrie. Les chiffres proviennent de la CIA. Auparavant, ce chiffre était estimé à 10 000. L'agence de renseignement américaine attribue cette hausse à un recrutement plus vigoureux depuis le mois de juin, après des victoires sur le terrain et la proclamation du califat. Ce califat s'étend sur de larges zones d'Irak et de Syrie où il lutte contre le régime de Bachar el-Assad. Et pour éradiquer l'État islamique, les États-Unis ont décidé de mettre en place une grande coalition internationale. Hier, lors d'une réunion à Jeddah, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a obtenu le soutien de 10 pays arabes, dont le poids lourd saoudien, les pays du Golfe, l'Égypte, l'Irak, le Liban et la Jordanie. Dans un communiqué, les pays ont déclaré leur engagement à se tenir unis contre la menace que pose pour la région et le monde le terrorisme, y compris le soi-disant État islamique. Ce soutien des pays arabes inclut leur accord à se joindre à une campagne militaire coordonnée. La Turquie, elle, ne participera pas à une opération militaire, elle se concentrera sur des opérations humanitaires, a-t-elle annoncé. Par ailleurs, au chapitre diplomatique, le président français est arrivé à Bagdad ce matin. François Hollande entend manifester son soutien au gouvernement irakien. Avec lui, 15 tonnes d'aide humanitaire qui doivent être livrées à Erbil, au Kurdistan irakien. Et l'Australie est également engagée aux côtés des Américains dans la lutte contre l'État islamique, mais Canberra redoute des attentats et relève son niveau d'alerte de moyen à élevé. L'Australie s'inquiète du retour d'Irak et de Syrie des combattants djihadistes australiens. Concrètement, la sécurité sera renforcée dans les aéroports, les ports, les bases militaires, autour des bâtiments gouvernementaux et lors de grands événements publics.
Il y a 2 jours, un centre islamique de Brisbane a été perquisitionné et 2 hommes soupçonnés d'être des recruteurs pour le djihad ont été arrêtés. Au Yémen, les autorités et la rébellion chiite sont sur le point de parvenir à un accord en vue d'une sortie de crise. Depuis un mois, la capitale, Sanaa, est paralysée. Les insurgés réclament l'éviction du gouvernement accusé de corruption. L'accord n'est pas encore formalisé. Il prévoit la nomination sous 48 heures d'un nouveau Premier ministre ainsi qu'une nouvelle baisse des prix du carburant. Le pouvoir, lui, a exigé le démantèlement des campements rebelles installés depuis 3 semaines aux abords de la capitale. De grandes manifestations se sont tenues récemment et des affrontements avec les forces de sécurité ont fait au moins 9 morts ces derniers jours. Et un rassemblement pacifique cette fois en Espagne à l'occasion de la Diada, la journée de la Catalogne. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Barcelone, 1,8 million selon la mairie. Une vague rouge et or pour réclamer un vote sur l'indépendance de la Catalogne, à l'instar de l'Écosse dans une semaine. Madrid veut interdire le scrutin que cette région prépare pour le 9 novembre, le jugeant illégal. Cette Diada est particulière cette année, elle marque le 300e anniversaire de la prise de Barcelone en 1714 par les troupes du roi Philippe V qui abolissaient alors les lois et les institutions catalanes. Direction l'Afrique du Sud à présent, où Oscar Pistorius saura aujourd'hui s'il est reconnu coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa petite amie en 2013. Hier, la juge a écarté la préméditation et même toute intention de tuer de la part du champion paralympique. Les preuves ne seraient pas suffisantes selon la magistrate. Quand il a été annoncé que le chef d'inculpation de meurtre n'était pas retenu, Oscar Pistorius s'est effondré en larmes. Le nord du Maroc en pleine effervescence culturelle. À Asila tout d'abord a lieu depuis mercredi la 2e édition du festival Europe-Orient du film documentaire. Il rend hommage cette année à la Palestine. Plusieurs intellectuels et cinéastes arabes ont assisté à la cérémonie d'ouverture ainsi que le ministre de la Communication Mustapha El-Ralfi. Reportage Abdelmalek Akil sur un récit de Manal El-Ardari. Même si je sais que la rivière a tari, c'est le film choisi pour l'ouverture du festival Europe-Orient du film documentaire à Asila. Ce long métrage de Omar Robert Hamilton relate l'histoire des réfugiés palestiniens à travers le monde, leur incertitude quant à l'avenir et leur rêve de regagner leur terre. Ce film révèle la douleur mais dégage aussi l'espoir de tout un peuple. Le bouclier du festival a été remis à l'ambassadeur de Palestine au Maroc. Nous sommes fiers de cette consécration. Vous n'êtes pas seuls. C'est un message à transmettre à tous les Palestiniens et notamment aux habitants de la bande de Gaza après la terrible offensive du mois dernier. Le festival Europe-Orient du film documentaire a rendu hommage à l'Égyptien As'ad Taha, l'un des piliers de la création documentaire arabe. À cette occasion, une vidéo retraçant le brillant parcours de l'artiste a été projetée. Il faut dire que la détermination de la jeunesse marocaine et des organisateurs de ce festival nous donne de l'espoir quant à l'avenir du film documentaire arabe. 10 films documentaires sont en lice pour la compétition officielle. Le Maroc, la Palestine, l'Espagne, la Chine, la France, l'Algérie et l'Irlande disputeront les 5 prix du festival. Un festival qui donne un nouvel élan aux manifestations culturelles marocaines. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle génération de festivals qui enrichit les manifestations culturelles du pays et qui défend de nouvelles causes liées essentiellement aux questions humanitaires. Cet événement culturel traduit la volonté du royaume de promouvoir la production documentaire dans le monde arabe. Le Maroc, terre de partage et de rencontre des cultures, s'ouvrira sur l'expérience palestinienne tout au long de cette 2e édition du Festival Europe-Orient du film documentaire. Et on termine avec un autre festival, mais de musique. Nous en parlions hier. Le Temps de Jazz se tient en ce moment même dans la ville du Détroit. Hier, New York s'est invité au Palais des Institutions italiennes. Le groupe Circular Time est de retour avec un blues toujours plus puissant. Reportage Amina Benralek et Kamel Orneim.
Un concentré de blues, teinté de reggae, de calypso et de rock. Un jazz venu du cœur de Manhattan. C'est surtout la signature des Circular Time, des habitués du temps jazz. Leur musique n'a plus aucun secret pour ce public. C'est le côté américain, on fait beaucoup d'instruments, beaucoup de cuivre. Et puis personnalité aussi. Et ce soir, ça s'annonce encore très bien. J'ai beaucoup aimé ces Américains. Et voilà, beaucoup. Bon, c'est des anciens, hein, ils ont un certain âge, mais ils ont du punch et c'est sympa. Voilà. Avant de former leur groupe, les Circular Time ont fréquenté les plus grands. Le batteur Tony Lewis a joué avec B.B. King et Little Richard. Ron Monroe, le bassiste, a navigué aux côtés de Tito Puente et de George Benson. Ils sont donc imprégnés de toutes ces écoles et cela se ressent dans leur musique. Je pense que notre musique a plein d'éléments, si vous avez bien entendu. Ils ont beaucoup de différents rythmes et beaucoup de différents. C'est bien mélangé avec l'afro-pop, l'afrobeat, le jazz, le latin jazz, le blues, le soca, le funk. Et ça donne plein de vibrations pour le monde. Et c'est une équipe mondiale. Après le concert des Circular Time, cette même scène du Palais des Institutions se prépare à accueillir Cécile McLaurin, chanteuse franco-américaine de 26 ans au parcours déjà glorieux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. Direction ce matin, la Tunisie. En direct de Tunis, nous avons rendez-vous ce matin avec notre correspondant Mohamed Haddad. Bonjour Mohamed. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler ce matin de cette conférence internationale qui a eu lieu chez vous en début de semaine sur le thème de l'investissement. Elle a réuni des représentants de 30 pays, notamment les premiers ministres marocains, français et algériens. Alors pourquoi Mohamed, la Tunisie a-t-elle organisé cette conférence quelques mois avant les élections ? C'est une opération séduction auprès des partenaires de la Tunisie. En fait, cette conférence avait pour but de redorer l'image du pays en tant que terre d'investissement étranger. Investir en Tunisie, c'est investir dans la start-up démocratie. C'est le message clé du chef du gouvernement tunisien Mahdi Jemra, un message qui a été porté par les ministres français, le premier d'entre eux, Manuel Valls. Valls a rappelé la situation chaotique des pays ayant connu un soulèvement populaire et il a appelé par conséquent les autres participants à soutenir la Tunisie qui est sur la voie de la démocratie. Pour le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, le succès de la transition démocratique passe nécessairement par une transition économique. Et alors, le but de cette conférence, précisément, se trouve dans le fait de trouver des financements à 22 grands projets élaborés par le gouvernement tunisien. 22 projets qui s'étaleront sur 2 ou 3 ans, dont 18 sont des projets publics financés à 70% par l'étranger et 30% par l'État. Les 4 autres seront basés sur un partenariat public-privé. Cette réunion se voulait donc un appel à investissement et non une conférence des amis de la Tunisie où des pays promettraient des aides sans forcément les honorer. Et au-delà d'améliorer la situation économique, Mohamed, le gouvernement s'est fixé comme objectif aussi la réussite des élections. En effet, l'instance supérieure pour les élections, l'ISI, a commencé à recueillir les candidatures pour les présidentielles cette semaine aussi. Des dizaines de candidats ont déjà déposé leurs demandes et parmi les plus connus, Beji Qaïd Sebsi, président du parti Nidé Tounes, un des favoris aux prochaines élections. Sebsi a été Premier ministre durant la première phase de la transition et a occupé plusieurs postes sous l'ère Bourguiba. Son principal défaut, c'est son âge, 85 ans. Parmi les autres candidats, nous comptons aussi des hommes des médias. Larbi Nasra, qui a été le premier à déposer son dossier de candidature. Il est l'ancien propriétaire de la chaîne privée, de la première chaîne privée tunisienne, Hannibal TV. Il y a également Heshmi Hamdi, le chef du mouvement L'amour, Al-Mahabba en arabe, un courant qui a remporté une vingtaine de sièges à l'Assemblée nationale constituante. Hamdi a
pour principal défaut de ne pas vivre en Tunisie. En effet, il est installé à Londres depuis une vingtaine d'années où il a acquis la nationalité britannique, une nationalité à laquelle il risque de renoncer s'il est élu. Enfin, le principal parti tunisien, Ennahda, a préféré lui ne pas présenter de candidat. Le parti islamiste a dit qu'il soutiendra un candidat une fois les listes de dépôt des candidatures achevées. Les candidats peuvent encore déposer leur dossier jusqu'au 29 septembre. Chacun doit avoir au moins 10 000 signatures de citoyens inscrits sur les registres électoraux. À Tunis, on s'attend déjà à des dizaines de candidatures. Merci Mohamed, on vous retrouvera la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité en Tunisie. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. Qu'y a-t-il dans vos journaux ce matin? Taoufik Nasseri s'est levé tôt pour les parcourir. La presse marocaine parle ce matin des régularisations de migrants ou encore des chiffres concernant la rentrée scolaire. Regardez.